Voilà, bien, merci. Je vois que, en tout cas, il y avait plusieurs personnes qui étaient là toute la journée. Je pense que vous avez remarqué la richesse des présentations et puis les thématiques qui sont importantes, qui sont soulevées, et c'est intéressant parce qu'il y a différents domaines, différentes formes, mais finalement on voit qu'on parle souvent quand même avec des choses qui ont des fils conducteurs importants. On a parlé beaucoup de créativité, on a parlé d'inclusion. Et puis là maintenant, cette table ronde, je pense que ce qui est très important, c'est qu'il y ait un dialogue. Comme on l'a dit avant, entre les différentes formations, il n'y a pas toujours de dialogue. Et là maintenant, l'idée c'est entre les intervenants d'avoir un dialogue sur quelques questions que je vais leur poser. Je vais donner la parole à tour de rôle. Et puis je pense que c'est aussi très important, si vous avez une question, une thématique, ou de pouvoir le faire. Donc, sur les questions que j'ai préparées, ça ne me dérange pas d'en enlever pour vous donner aussi la parole, d'avoir aussi un dialogue entre nous et pas que dans les intervenants de ce matin. Donc la première question, on commence comme ça, et après voilà. On va ajouter justement, en plus de ces thématiques de création, créativité, d'inclusion, l'espace des cultures musicales. Donc, comment les cultures musicales peuvent être utilisées pour renforcer la créativité et favoriser l'inclusion? Les ou la culture, mais les cultures musicales, quand on parle de culture musicale, déjà c'est important de définir ce que c'est. C'est ça. La première chose, je pense, parce qu'on entend derrière ce mot beaucoup de choses différentes. Oui. Il y a une notion d'esthétique, il y a une notion de socialisation, il y a une notion politique. Donc, la première chose à faire, c'est de définir ce qu'on entend par culture. Et puis ensuite, donner du sens à ça, ces échanges, cet enrichissement. On parlait de l'Afrique, par exemple. Donc, la place, elle a la place parce que c'est un enrichissement pour la créativité en faisant des liens et en se posant des questions sur ce qu'on peut lier. Merci. Oui, pour rebondir à ce que tu disais sur l'Afrique, moi je vais utiliser mon identité de musicien pour répondre à cette question. Mais je fais partie d'un projet de musique du Burkina Faso où on mélange un petit peu des musiques traditionnelles du Burkina Faso et des musiques plus actuelles. Et c'est vrai que j'apprends énormément de cette culture musicale-là et c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes élèves, même si c'est de tradition orale qui est un peu hors cursus. Et on discutait tout à l'heure aussi du problème un peu de segmentation dans les écoles de style de musique. Et pour moi, c'est vrai que je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est toujours enrichissant d'explorer des nouveaux styles de musique. C'est à la fois une ouverture d'esprit qui permet d'aller vers l'autre, mais aussi de comprendre, etc. Donc, je pense que ça fait tout à fait écho aussi à l'inclusion. Et puis, moi, dans un monde idéal, je rêverais des cursus très libres. On peut faire à la fois de la musique classique, de la musique africaine, du punk, metal, hardcore et du synthétiseur noise. Voilà, ça sera un peu mon monde idéal. Voilà. C'est peut-être un peu tôt, mais ça vient petit à petit. Dans mon cas, moi je parle des élèves à besoins particuliers, c'est un fantastique outil de communication en fait, parce que comme je disais ce matin, j'ai plusieurs élèves qui sont non-verbaux et on se rend compte que la musique, c'est un des arts, je pense que le plus facile, sans parler, à faire un pont de communication entre les personnes, verbales et non-verbales. Et puis, ça enlève toute discrimination, en fait, parce que peu importe la religion, peu importe le handicap, l'orientation sexuelle, en fait, on enlève tout ça avec la musique. Et ça, c'est fantastique. Et je pense c'est à mon sens, un des seuls, un art qui est vraiment... on va dans une cour de récré, il y a un Ukrainien qui arrive, il met la musique, et des autres copains arrivent en mettant la musique, en fait, ça rallie tout le monde. Au-delà de la religion, au-delà du sexe, au-delà de tout, quoi. C'est un vecteur qui est hyper important. C'est un pont de communication entre nous tous. Merci beaucoup. Je rejoins aussi Sarah. Donc, qu'est-ce que c'est cette culture? Qu'est-ce que ce sont ces cultures musicales? Une culture, elle se construit aussi par ses interactions, par les interactions en famille, à l'école, en dehors de l'école, avec la culture, peut-être avec un grand C, celle qui est véhiculée dans une société, par les institutions. Quelle culture est prônée par qui et comment?
Je dirais aussi, on dit bien sûr la culture musicale peut rallier, mais elle peut aussi diviser, n'oublions pas, parce que parfois avec les adolescents, on a eu vraiment des expériences qui pouvaient aussi aller dans le sens est-ce que j'accepte la culture musicale ou le goût musical de l'autre? Comment est-ce que je peux socialiser les enfants par les interactions musicales? Et là, je vous rejoins aussi, un fantastique outil non-verbal et aussi un fantastique outil de créer, je parle maintenant aussi de l'école publique, de créer des cultures communes à partir de toutes les cultures qu'on aurait peut-être vécues nous, dans nos contextes différents. Et comment est-ce qu'on fait cette place, cette ouverture-là? Et ça, à mon avis, on peut le faire que par la créativité. Donc, c'est-à-dire cette ouverture de mélanger les gens, les styles, et d'entrer en interaction musicale. Merci. Et du coup, je vais rebondir un peu sur tout ce qui s'est dit. Mais pour moi, ça dépend aussi du contexte dans lequel on est. Si on est en milieu scolaire, en milieu extrascolaire, en individuel, en collectif. Mais effectivement, je pense que si on parle d'inclusion, ça peut être aussi une façon de s'intégrer quand on arrive par exemple dans un autre pays où on est véhiculé là pour des raisons politiques, pour des raisons personnelles, familiales, ou Dieu sait quoi, de pouvoir s'intégrer par la musique et de aussi pouvoir rencontrer des gens par la musique, que ce soit dans le contexte scolaire ou dans le contexte extrascolaire. Et un peu, pour moi, c'est quelque chose qui se fait aussi à tous les âges. Et là, justement, on a un projet à l'école de musique de Martigny avec le service de l'intégration. On a un cours où parents et enfants peuvent venir, et souvent c'est des personnes allophones, donc c'est pas des non-verbaux, mais ils parlent pas la langue. Donc ça rejoint un peu ça, puis du coup d'essayer de trouver une manière de faire connaître la musique ici, mais aussi de prendre ce que eux ils ont comme connaissance musicale. Et ça c'est un défi que je trouve super intéressant, et par ce biais, il y a aussi des seniors qui viennent dans ce cours et de créer du lien entre tous ces gens. Et je pense que ça peut être aussi une façon d'intégrer l'inclusion sociale en général. Et On prend en compte aussi la culture. exactement. Ouais. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, un truc, parce que voilà, ce matin, je suis venue avec ma fille, puis je suis maman de 3 ados, donc je me rends compte qu'en fait, elles abordent pas du tout la même manière d'écouter la musique, de consommer la musique que moi quand j'étais ado. Et je me sentais presque plus proche de mes parents, de la manière d'aborder la musique, que ce que les jeunes consomment maintenant. Et ça donne de temps en temps des débats assez animés ou avec mes élèves en disant, pourquoi t'aimes cette chanson? Je sais pas, ils savent pas qui chante, ils savent pas quel est le titre, rien, donc, parce qu'on va sur YouTube, on va sur YouTube, on écoute, on n'aime pas, on passe. Et la manière d'aborder la culture musicale aujourd'hui est plus du tout la même. Alors pourtant je me sens pas si vieille que ça, mais quand même un peu par rapport à toi, mais j'imagine que toi aussi tu vois ça avec tes élèves qui ont été plus jeunes par rapport à moi avec mes élèves, mais ta manière d'aborder la musique avec les jeunes, elle est vraiment différente en fait. Puis du coup, moi qui suis plus âgée et qui suis leur professeur, je me pose beaucoup de questions aussi sur tout ça en fait, sur leur influence, sur l'influence de la musique dans leur vie. C'est intéressant parce qu'en didactique de la musique, justement, pour la formation des futurs profs de CO ou de collège, on pourrait, par exemple, il y a de la musique actuelle, si on prend Maroon 5, The Memories, et puis on peut prendre leur musique et faire le lien avec les musiques anciennes. Et il y a tellement de choses à faire malgré tout. Donc il y a un gap, mais la musique reste la musique. Et là, c'est le travail des didacticiens, je pense aussi, à les amener à cette ouverture, à reconnaître les thèmes, à savoir que... Et là, il y a un job énorme, je pense, c'est super intéressant. Je pense que c'est ce qui est très intéressant justement, c'est qu'on a un public qui évolue. Donc le métier de l'enseignant, il évolue, c'est ça qui est superbe. Et on doit aller les chercher aussi dans ce qu'ils écoutent maintenant. Mais je pense qu'on est aussi des passeurs d'une culture qui doit être aussi un patrimoine, des choses. Et c'est important, je pense, de trouver différents gaps, le point qui peut réunir, de ne pas perdre la culture aussi des autres choses. Mais peut-être c'est vrai que les choses sont très différentes maintenant de ce qu'on a. Voilà.
La culture aussi, vous l'avez dit ce matin, qui était intéressant, pardon. Le fait que tout va vite, ils ont accès, ils écoutent beaucoup de choses, c'est aussi une autre façon d'apprendre la culture. Oui. Ouais, moi, ce que je vois aussi, c'est que c'est tellement génial que tu découvres que la musique qu'ils écoutent, elle vient d'ailleurs, elle est née par un biais. Il y a par exemple une petite histoire de la musique avec tout le monde, mais en fait, ah oui, en fait, c'est la même chose. En fait, ça vient de là. D'un coup, c'est en fait, ce que j'écoute, ça a existé il y a déjà 50 ans, c'est juste que c'est une forme autrement. C'est ça. Puis nous, on est là pour justement permettre. Puis je voulais aussi rebondir, parce que des fois on parle de des généralités. Moi j'ai 2 ados qui ne consomment pas du tout la musique, la même chose. Et quand on se fait des idées sur comment les jeunes consomment la musique, ben voilà, c'est très différent. Une qui a l'abonnement à Spotify, puis l'autre qui écoute les affaires. C'est lequel le préféré alors? Non, alors l'autre, c'est celle qui est Spotify, elle est artiste aussi, donc ça va bien. Elle n'est pas préférée alors. Non, les deux, mais c'est très bien, ça, c'est des cas, ça, c'est très différent. Et voilà, il faut prendre compte aussi, il ne faut pas se dire ils sont tous à écouter. Mais peut-être là, il y a quelque chose qui est un nouvel objet d'enseignement, c'est-à-dire c'est la relation à la musique et le rapport social à la musique. Donc, qui, pour moi, vraiment un objet qui nous amène aussi à se dire quelles sont ces racines. Elles peuvent être historiques, mais elles sont aussi structurelles. Hein. La musique est composée de sons, de rythmes, de mélodies, parfois d'harmonie ou pas. Donc, ça veut dire de revenir sur les éléments essentiels de la musique. C'est une énorme chance. Pour moi, je le vois plutôt comme une chance, cette diversité-là. Et aussi de parler de ce rapport social à la musique, comment on les construit aussi par les médias, par les copains, par les enseignants. Et je le vois plutôt comme une chance. Pour revenir même sur les bases, on croyait peut-être un peu perdu. Merci beaucoup. Jean Bolly, vu qu'on a parlé justement aussi de cette possibilité d'avoir tout rapidement aussi par les médias et la possibilité des médias. Donc peut-être une thématique qui a moins été abordée, mais elle était quand même dans les présentations et en tout cas en filigrane, c'est l'idée des outils numériques, des nouvelles technologies. Là, entre l'enseignement peut-être dans les structures privées, les écoles de musique, et puis l'enseignement à l'école, je serais intéressée de savoir, pour vous, quel est l'impact de ces outils numériques ou de la technologie sur la création musicale de l'enseignement, et puis comment les enseignants peuvent-ils l'utiliser de manière innovante pour enrichir l'expérience, enfin vraiment au service de l'expérience de l'apprentissage. Est-ce que vous l'avez dans l'autre sens ou de manière créative au fur et à mesure? Dans mon cas, dans les structures où je travaille, c'est pas une demande claire. Moi, je trouve intéressant de l'utiliser. Déjà, de fait, il y a des œuvres dites de musique contemporaine qui peuvent être faites avec bande-son et instruments, par exemple. Donc là, on entre déjà dans ce domaine-là. Et ce que je trouve intéressant pour ma part, justement, un peu comme vous avez fait dans les expériences, c'est de créer une ambiance sonore avec des outils numériques, soit en s'enregistrant, soit en utilisant des sons électroniques. Et ensuite, par exemple, créer soit du texte, soit une chanson, soit la musique que je fais souvent avec mes élèves de clarinette. Justement, ça, il y a toujours un moment dans l'année où je fais ça. Et souvent, en fait, ça leur fait travailler des aspects auxquels ils ne sont pas forcément sensibles le reste de l'année dans d'autres configurations. Et qui là, tout d'un coup, vont les choquer. Par exemple, il y a 2 semaines, j'ai un élève, il était choqué parce qu'il jouait faux avec ce qu'il avait écrit. Et alors qu'il joue faux aussi avec un piano ou autre, mais ça le dérangeait moins. Alors, savoir pourquoi. Et soit il y a une prise de conscience et ça, puis du coup, il y a aussi le côté de l'autonomie qui revient et le fait que lui, il compose aussi son accompagnement, de quelle manière, de se rendre compte que s'il ne structure pas la chose, en fait, il ne sait pas comment jouer par-dessus. Ce qu'il joue par-dessus, est-ce que c'est totalement improvisé ou pas? Et du coup, je trouve intéressant d'utiliser ces outils. Après, dans les cours collectifs, j'avais fait ça avec des élèves de 8-10 ans,
où là c'était dans le but de la création du spectacle de fin d'année. Et pareil, c'était une ambiance sonore où après ils dansaient dessus, puis ils avaient un texte et tout ça à prononcer, parce qu'ils voulaient faire un peu théâtral. Et là c'était plus compliqué parce que j'avais un problème de matériel. Donc ça c'est une des sources qu'il y a quand c'est pas une demande de l'institution. J'avais un ordinateur pour 8 personnes sur un petit écran, c'était pas l'idéal. Mais on s'en est sorti et puis c'est là que du coup j'ai senti la limite de la création numérique en collectif quand on n'a qu'un seul outil à disposition et 50 idées qui sortent, comment les trier et pourquoi choisir celle-là plutôt qu'une autre et comment les guider aussi pour comprendre déjà le logiciel parce que ça c'est aussi pas une mince affaire suivant ce qu'on utilise et du coup c'est un peu ça mon expérience vis-à-vis de tout ça. J'abandonne dans ce sens, donc je vais développer peut-être un autre aspect. Donc on a beaucoup discuté en didactique. On a insisté un peu tout à l'heure sur la place du corps dans l'apprentissage de la musique, dans son enseignement. Et on voit aussi un danger, c'est-à-dire on a 45 minutes de musique par semaine au cycle 3. C'est peu de temps. Alors est-ce qu'on va vraiment mettre les élèves pendant 8 semaines devant un ordinateur au lieu de faire une pratique musicale avec eux? Donc ça, c'est une réflexion qu'on partage aussi avec nos étudiants. Et là, on n'a pas encore la solution, mais c'est vraiment pour nous une préoccupation que la pratique musicale qui passe par le corps, cet apprentissage, qui passe par l'incorporation de toute cette pratique musicale et des concepts, comment est-ce qu'on peut la maintenir tout en intégrant des outils numériques à bon escient. Donc desquelles pratiques, peut-être ce sont aussi d'autres arts qui peuvent nous aider. On sait dans la danse par exemple, il y a aussi les capteurs de mouvement qui sont utilisés pour générer les sons, générer les mouvements. Peut-être on devrait réinventer des choses relativement simples, mais d'abandonner l'idée que création musicale avec un ordinateur, c'est être assis derrière sa table et pendant 8 semaines créer un morceau. Donc, on se retrouve un peu dans cette tension entre l'incorporation de l'apprentissage musical, la création musicale et l'intégration des outils. Alors moi je l'utilise uniquement à but pédagogique, je n'utilise pas le numérique juste pour utiliser du numérique parce que maintenant tout le monde utilise le numérique, non. On se rend compte que dans beaucoup de musique qu'ils écoutent, dans beaucoup de chansons, en fait, il n'y a pas de vrai batteur. C'est un batteur qui est fait à l'électronique. Puis souvent, j'ai des élèves qui viennent et qui me disent « Ah, moi, j'aimerais bien jouer ce qu'il fait sur le batteur. » Alors, l'idée, c'est que dans un premier temps, on essaie d'être devant un programme informatique pour trouver notre rythme de batterie, puis on se rend compte que c'est super facile de mettre 3 mains différentes, 4 pieds, en fait. Puis techniquement, quand ils le font dans l'ordi, ça marche, c'est génial, ça sonne. Après, quand ils vont passer à la batterie physique, techniquement, c'est juste pas possible. Donc, ça n'a aucun sens si c'est pas un peu pédagogique, en fait. C'est comme un j'utilise comme ça. Mais voilà, je pense qu'on n'échappe quand même pas. Mais si c'est juste pour faire du numérique, ils en font assez toute la journée. Donc, ça doit vraiment être un but pédagogique et puis avoir une vraie démarche derrière. Merci. Moi déjà je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le numérique parce que je pense que effectivement c'est quelque chose qui est très actuel, qui est très récent aussi, donc on a pas beaucoup de recul par rapport à ça, par rapport aux dangers aussi que ça peut créer chez les plus jeunes élèves, les expositions aux écrans, etc., à quel point c'est cadré. Et puis, on parlait de contexte tout à l'heure, je trouve que c'est intéressant aussi de réfléchir parce que c'est vrai qu'on peut rentrer des choses sur des logiciels de musique, des boîtes à rythme, des choses, mais à quel point ils vont pouvoir travailler à la maison avec ces outils-là. Donc, donc là, je parle plutôt d'un cours de musique, pas forcément à l'école publique, mais c'est vrai que souvent, c'est un petit peu une introduction à quelque chose, mais on ne peut pas avoir un réel suivi parce qu'on ne peut pas leur demander d'acquérir tous les outils numériques nécessaires. Il faut aussi être vigilant parce qu'un enfant ou un jeune qui va aller sur un téléphone portable, à quel point il va travailler son arrangement, ou alors justement il va profiter de ce temps-là pour aller faire autre chose. Donc ça demande aussi beaucoup d'accompagnement, tout ce travail du numérique.
Et puis une dernière chose, c'est que je pense que ça a aussi un coût pour les écoles, pour les parents, etc. Tout ça fait que c'est compliqué à mettre en place. Et par-dessus ça, en fait, je trouve génial le travail que vous faites avec les élèves, avec les futurs profs, etc., de les former à tout ça. Chose que moi, j'ai pas eu dans ma formation en tant que professeur de musique en cours individuel. En fait, on nous a montré quelques outils numériques, mais on a eu très peu de cours concrets sur comment utiliser, qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui est validé comme outil qu'on peut utiliser et qui est un petit peu prouvé, qu'est-ce qu'on pourrait créer aussi, c'est-à-dire qu'avec Niros, on a fait le parti aussi de créer nous-mêmes un journal de bord digital de manière un petit peu simple. Pourquoi les élèves n'ont pas utilisé notre journal de bord dans le test qu'on a fait avec différentes écoles? Et ben, je pense qu'en fait, c'est parce que tout simplement, ça venait pas d'une volonté des élèves de l'utiliser, mais de la part de moi en tant que pédagogue ou des profs de faire en sorte que l'utilisent. Et je pense que tant qu'il n'y a pas de motivation intrinsèque de la part des élèves à utiliser ces outils, en fait, ça ne pourra pas fonctionner de manière optimale. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir un petit peu, par exemple, pour le journal de bord, de mettre, par exemple, des mini-jeux, une fois qu'ils ont rempli le journal de bord, ou de choses où ils peuvent partager des choses avec leurs amis, etc., pour créer un petit peu d'interaction par rapport à ça, mais c'est toujours de trouver un petit peu quel est le but pédagogique, c'est très intéressant, mais quel est l'intérêt aussi, quand on parlait de jeu, d'aspect ludique, en fait, qu'est-ce qui est intéressant et motivant là-dedans, dans l'utilisation de ces outils pour les enfants. Après tout ça, je pense qu'il y a plein de choses à compléter ou à mettre ensemble peut-être. Je dirais qu'il y a 3 choses. La première, c'est que c'est un outil numérique. Donc c'est un outil. Et il ne faut pas se perdre dans l'utilisation, juste faire pour faire. C'est effectivement ce que vous avez déjà dit. Deuxième chose, je dirais que de mon point de vue, si je prends la casquette de didacticienne et de formatrice d'enseignants, on peut utiliser ces outils numériques pour apprendre, donc l'apprentissage avec un focus. On peut travailler sur, par exemple, les formes musicales, parce que ça nous permet visuellement de voir les formes A, B, A, ou le rondo avec GarageBand. Ou alors, on peut travailler sur, de manière, pas horizontale, mais cette fois verticale, avec les bands, les différentes lignes, la basse, la percussion, les mouvements, et puis, voilà, ça serait une autre idée. Ou d'autres choses, ça serait, par exemple, c'est ce que j'avais fait avec ma classe de culture musicale au conservatoire. On était allé avec les enfants enregistrer des instruments de musique. On avait été frappés aux portes, on avait été déranger tous les profs du conservatoire pour enregistrer un son, mais un seul son, une seule note. Ils étaient revenus, et puis avec Audacity, on avait transformé, travaillé les matières du son, la matière sonore. Et puis, ça fait un lien avec la présentation de Bill ce matin. La matière sonore, c'est le matériau prima, le prima. Comme on a le Chomsky, le prima grammatical, ici c'est vraiment la matière première. Donc le son, de le produire avec des mouvements. On peut prendre une bouteille PET, on peut prendre n'importe quoi, on peut l'enregistrer, le transformer et en faire de la musique. Et ça rejoint maintenant le 3e point, c'est qu'il faut rester proche du vécu, que ça reste un outil, qu'il faut rester proche de ce qu'on peut tester soi-même physiquement avec la voix déjà. Rien qu'avec la voix, on peut faire déjà tellement de choses que je ne peux pas montrer maintenant. Je suis pas en état, mais demandez-moi pas de sortir un son de mezzo-soprane. Donc je suis plutôt dans les ténors et les basses. Et en fait, on peut tellement faire avec le corps, avec la voix, des résonances, qu'il ne faut pas se laisser se perdre dans ces outils numériques, mais que c'est un outil aussi, vraiment pédagogique et didactique qui est intéressant. Après, c'est des choix à faire, quoi. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait répondre avant que je passe à une question. Pour nous, ce qui est en tout cas important, je rejoins ces réflexions, c'est que dans l'IHEP, enfin dans la formation des enseignants, on doit l'aborder. C'est vrai que peut-être dans les écoles privées, écoles de musique, c'est peut-être moins une obligation de l'institution. Mais nous, c'est vrai qu'on doit le mettre, et je trouve que c'est en effet l'optique, c'est de se dire qu'ils doivent découvrir, ils doivent avoir une vision des possibilités, parce qu'il n'y a pas qu'un outil, il y a beaucoup de possibilités avec le numérique.
Mais en effet, ça ne doit pas être au détriment de tout ce qui peut être incarné. On en parlait quand même beaucoup, même si ce n'était pas la thématique. On voit que le corps. Je reviens sur Bill. Moi, j'ai trouvé magnifique son geste pour produire un son avec ses instruments, avec juste le petit vibrato, et le regard qui est lié à tout ce qui va. C'est tellement habité qu'en effet, j'espère qu'on reste connecté et incarné, mais c'est vrai que ça reste aussi, comme on disait avant, la vie évolue, les élèves évoluent, puis on se doit en tout cas de bien choper. Mais dans le développement de l'enfant, on passe d'abord par le vivre, par le ressentir. Et le cerveau, il fonctionne par connecter à la main, à l'oreille, aux yeux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je vais juste rebondir sur quelque chose parce que moi, je suis super vieux. Moi, je suis né du Commodore 64. C'est ça. Et puis moi, je suis confronté en fait à des jeunes, que ce soit en école de musique, même avec des cours d'ensemble ou des cours privés, à des jeunes qui me demandent en fait. Ils me disent ah mais j'ai envie d'utiliser ces outils. Et je ne vais pas m'étaler parce que tout a été dit, mais moi je leur dis toujours il n'y a pas de souci, moi j'adore apprendre. Donc voilà, donc on choisit, puis je mets toujours un garde-fou et je dis en fait tout outil numérique, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que tu dois avoir un projet avant de commencer à l'utiliser. Parce que c'est ça qui est important. C'est vers quoi est-ce que tu veux aller. Après, on n'y arrive pas, on essaie ici, on essaie autre chose, voilà, c'est égal. Mais le but, c'est que tu vas aller vers quoi. Et puis c'est grâce à ça, c'est là que justement, il y a un outil, mais la fin, ça doit être l'outil. Je vais juste dire un truc, ce qui est passionnant, vous êtes d'une génération, les trois de la HEP, qui n'est pas clairement la génération à toi. Je pense qu'aucune n'est avec l'ordinateur. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on vous demande de créer quelque chose de numérique, où vous avez, les élèves ont la chance d'avoir, vous devez créer quelque chose de numérique, mais avec quand même un regard d'avant le numérique. Et ça, je trouve ça fantastique, parce que si c'était des jeunes dans 20 ans, quand vous demanderez à vous que vous êtes né avec l'ordinateur, ce serait pas du tout la même chance, à mon avis. Mais là, vous n'êtes pas né avec le numérique, vous devez créer quelque chose de numérique et vous avez la chance de garder vos racines tout en mettant de manière numérique. Et ça, je trouve absolument fantastique. Moi, je dirais quand même, c'est là où on a aussi une obligation de bien revenir sur les racines de l'apprentissage musical et de se dire, ok, comment est-ce que la musique s'apprend? Elle s'apprend vraiment par le corps, par l'expérience. Et je pense que ça, c'est aussi un devoir de formation qu'on a envers des professeurs de musique qui veulent, qui sont des natifs digital natives, on dit, mais on parlait hier de l'ère post-digitale où l'utilisation des outils numériques fait totalement partie de la vie quotidienne. Donc ça veut dire, si c'est normal ou si c'est quotidien, comment est-ce qu'on donne des concepts aux futurs enseignants de réfléchir sur cette utilisation, on va dire au service d'une expérience musicale, d'une expérience esthétique, de quelque chose de vécu qui touche les auditeurs, qui touche la personne qui crée, et puis comment est-ce qu'on leur donne aussi des outils à réfléchir sur cette partie sensible, ce corps, avec un corps, cœur, main, qu'est-ce que ça va être déjà. Donc je pense là on a un devoir aussi de réfléchir sur la formation, ou comment mettre cela à distance. Si j'ose, j'ai pensé à autre chose d'un coup, vu qu'on parle de génération. Moi, j'ai remarqué avec mes petits élèves, depuis que je retourne carrément même avant l'après-midi, non, mais c'est bête à dire parce que nous, on est confrontés à ces outils numériques. En fait, c'est du code, c'est une codification, mais lire des ponts sur les lignes, c'est du code aussi. C'est une manière de transmettre la musique, mais ça fait quand même pas beaucoup de siècles que ça existe. Avant, ça se transmettait autrement, la musique. Puis, on aimerait bien aussi qu'il y ait moins de barrières de la lecture, ça serait plus simple aussi, mais parfois elle existe comme ça. Et j'ai remarqué avec mes petits élèves, si je leur donne une portée vide, ça n'a pas tellement de sens. Alors que si finalement ils prennent une règle, ils commencent par dessiner au début d'une portée, eh ben, ils font le premier pas de se rendre compte, même physiquement. Oui, puis bon, moi je sais le piano, donc c'est facile.
on a un quart de tour, c'est logique, il y a des deux clés, voilà. Mais en fait, il y en a beaucoup plus qui comprennent tout de suite comment ça marche la lecture, parce qu'en fait, ils ont pris leur crayon et leurs règles, plutôt que d'avoir une portée vide. Au début, c'est beaucoup plus simple, ça va plus vite si on donne une portée vide. Voilà, mais le numérique, c'est la même chose. C'est une des raisons historiques, en fait. Ouais. Dans le grégorien, ils ont commencé à noter par l'homme Oui, les inflexions de la voix, puis après ils ont pris une première ligne, puis ils ont fait ce biais complètement. Ouais. qui est devenu la clé de sol. Puis Puis on accroche ça à qu'un seul C'est comme si c'est exactement ça, le développement musical suit le développement historique. Est-ce qu'on se rend pas compte, c'est que si on commence par utiliser l'outil numérique, disons, dans 20 ans, parce qu'ils sont nés là-dedans, s'il n'y a pas ce background complet, ben, c'est pas possible. Voilà. Non, il faut, c'est justement intéressant. Moi, je me permets d'aller un petit peu à l'encontre de ça parce que j'ai des élèves à qui j'ai donc appris la clé de sol, clé de fa, etc. Et j'utilise un outil, c'est un des rares que j'utilise personnellement, qui s'appelle Star Wars. C'est un peu comme Star Wars. En fait, il y a des notes qui défilent comme ça et on doit appuyer sur le bon nom de la note. Et du coup, c'est hyper ludique parce que ça va de plus en plus vite. Et en fait, j'ai des élèves qui avaient de la peine à lire la musique, et le fait qu'ils aient une contrainte de temps, etc., qui en fait, ils ont la sensation de perdre s'ils n'arrivent pas à lire la musique, en fait, tout de suite, ça crée des chemins de « Ah oui, en fait, la note tout en bas, en fait, c'est un sol sur la clé de fa, mais c'est un mi sur la clé de sol, etc. » Et donc, en fait, ils ont fait des repères en 1 ou 2 cours qui prenaient des mois à faire. Donc, voilà, je pense que il peut y avoir aussi vachement Typiquement, ça, c'est des élèves qui ont déjà. Ils ont déjà vu ce que c'est une partition. Alors, pour le tout début, je suis d'accord que c'est peut-être. Voilà. Oui, et puis ça, c'est un outil. Voilà, c'est ça. Ben, moi, j'utilise aussi ça, mais après, en fait. Mais c'est vrai que ça, c'est des outils incroyables. Effectivement, l'impulsion devrait être peut-être. Un peu plus. Et des fois, il y en a qui n'ont pas besoin de tout non plus. Hein. C'est ça qui est génial en pédagogie, c'est qu'on n'a pas besoin de faire passer tout le monde par toutes les étapes. Franchement, pour les bonnes personnes. Ouais, c'est ça, ouais. Qui était quand même bien le centre. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Puis peut-être une dernière question, et puis ensuite on fera une synthèse avec Régis. Ce qui serait intéressant, vu qu'on a eu cette journée entre l'école publique et puis les écoles de musique, l'enseignement privé, c'est peut-être voir votre point de vue sur les éléments qui sont peut-être identiques ou les chemins qui sont plutôt différents. Mais pour vous, comment on pourrait tisser des liens alors, dans le partage des innovations pédagogiques, ou en tout cas dans votre vision de la pédagogie, entre justement les écoles de musique et les écoles publiques, ou voilà, dans la façon d'enseigner les projets qui vont commencer peut-être. Personnellement, pour avoir eu le pied dans les deux, et pour former dans les deux, il faut absolument, en fait, dans le milieu scolaire, les enseignants sont spécialisés du développement de l'enfant, sont spécialisés dans les méthodes, dans les contraintes, dans l'organisation, dans les choses administratives, dans les nouvelles connaissances de la plasticité cérébrale ou des fonctions exécutives. Si on parle dans les sciences cognitives, ce serait un autre sujet. Et puis, l'enseignant en musique, il est spécialisé dans probablement déjà un instrument virtuose, il maîtrise des codes, il est spécialisé dans l'historique, placer une époque, une structure, il met des mots sur des choses qu'on entend. Et en fait, l'idéal, on ne peut pas former dans l'idéal pour tout, et c'est le grand défi, le grand écart qu'on doit faire. Un enseignant primaire manque d'estime de lui. Il se sent moins légitime d'enseigner la musique parce qu'il n'a pas étudié ou il n'a pas eu un Stempel, un diplôme. Et souvent, on doit beaucoup les motiver à oser, à faire. Et je pense qu'une solution, on n'arrive pas pendant le cursus de la scolarité à le faire dans un bachelor ou un master de quelques années, mais la solution résiderait dans des programmes de formation continue conjointe où les enseignants primaires et les profs de musique viennent à un même cours et qu'on collabore, mais vraiment collaborer au sens premier du terme. On réfléchit aux contraintes qu'on a et puis on construit des leçons en connaissance de cause. Mais ça sera un travail qui peut peut-être aboutir sur un dispositif de formation, mais qui peut nourrir la recherche, être nourri par la recherche et puis par la pratique. Je pense qu'on a besoin des deux. On a besoin du terrain,
du terrain musical, du terrain pédagogique, et puis de la recherche des trucs qui sont plus hauts, peut-être plus éloignés. Les spécialistes dans certains domaines de la recherche sont très pointus parce qu'on doit avoir une question très claire dans la recherche, on doit délimiter un sujet pour pouvoir le vérifier, pour avoir des résultats et qui soient fondés. Donc c'est vraiment un travail minutieux, mais qui peut nourrir petit à petit à dose homéopathique tout ça. Et je pense que c'est vraiment une des solutions pour moi, c'est la formation continue. Que la formation n'est pas arrêtée au moment où on a le diplôme. Il faudrait presque un permis A, permis B, où on a le permis B seulement. Parce que quand on donne des cours de formation continue aux enseignants qui ont enseigné pendant 3-4 ans, ils viennent avec des questions hyper concrètes et pragmatiques et ils sont preneurs. Alors que les étudiants en formation, ils écoutent mais ça leur passe un peu au-dessus. Même avec des stages, c'est pas encore assez ancré dans leur... Voilà. Merci. Moi, je rejoins tout à fait ce que dit Sarah, parce que c'est vrai que bon, j'ai fini mon master en pédagogie il y a 5 ans, et puis je vois que j'ai déjà pris aussi un petit peu mes aises en termes de pédagogique, et on commence à prendre des mauvaises habitudes, des choses comme ça, donc je pense que non, mais faire preuve de réflexivité, c'est toujours intéressant. Et puis, surtout, moi, je serais ravi qu'il y ait des plus de formations, etc. Et puis, on parlait d'outils. Avant, je trouvais que ça serait intéressant aussi de partager, parce que là, par exemple, les étudiants qui créent des outils, etc., qui ont des prix, à quel point ça reste après dans un cadre d'utilisation locale et individuelle, où, je veux dire, il n'existe pas de catalogue de bons outils pédagogiques, ce que je trouve très dommage. Mais c'est aussi parce que c'est en constante évolution, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui créent, qui, de par la mondialisation des choses qui se font à travers le monde dont on a accès. Et pour répondre à la question plus précisément sur l'école publique, moi je trouve que ce serait hyper intéressant de faire plus de parallèles, effectivement. Miros, il a été aussi prévu justement, je l'ai conçu de manière simple, pour être utilisé justement pour différents profils d'élèves, mais aussi dans des classes. On l'a testé avec le DIP, en partenariat avec le DIP de Genève, et ça s'est extrêmement bien passé, à tel point que on ne le commercialisait pas à cette époque, mais ils se sont vraiment posé la question dont je parlais avant, est-ce qu'on achète des calculettes ou des Miros? Et donc c'était, bon, je pense qu'on a besoin des deux. Mais c'est intéressant de se poser la question qu'un outil en fait, pédagogique qui a été prévu dans une niche de cours individuels de musique, en fait, il commence à pouvoir être utilisé en fait, de manière un petit peu plus large, quoi. Donc voilà, c'est aussi l'utilisation qu'on fait des outils qui peut être peut-être plus large, plus ouverte. Ouais, je pense. Alors moi, je vais parler plutôt de mes élèves à besoins particuliers. Le lien entre l'école publique et l'école de musique privée, c'est clairement le manque de formation. Là, je pense qu'on est tous d'accord. La HEP a un tout petit peu plus d'avance sur la carte pédagogique des troubles, mais concrètement, quand on a un enfant à besoins particuliers dans une classe de musique, en classe ordinaire, quels outils on va mettre? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est... On a vu ce matin, hein, c'est le même enfant qui se retrouve au petit déjeuner, il va venir dans vos classes à l'école publique, il va venir dans ta classe de piano, il va aller au foot après. Comment est-ce que les différents intervenants tous se forment, y compris lui-même? Et ça, c'est vraiment quelque chose de... On parle de l'inclusion, mais il suffit pas pour avoir bonne conscience, on met un enfant TSA dans une classe, on a fait l'inclusion, on rate en fait l'inclusion. Et là, je voudrais juste remercier l'EJMA parce que non seulement il y a une section spécialisée, mais il y a une vraie inclusion parce que ces élèves-là intègrent après les concerts avec les classes ordinaires, intègrent les ateliers. Et comme on a dit ce matin, les parents des enfants ordinaires savent qu'il y a un enfant à besoins particuliers et les autres copains aussi. Et ça, c'est une inclusion. Mais juste mettre un enfant à besoins particuliers dans une classe parce qu'on a un quota qui se dit ouais, c'est super, vive l'inclusion, finalement on rate vraiment tout. Et je pense que l'EJMA a compris qu'elle avait un rôle social en fait. Et un rôle vraiment de société en fait. Et l'école publique a un rôle de société. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le monde de formation. Juste de rebondir, c'est pour ça que je me suis formé avec Sarah, donc après mon master, parce que ça m'avait un peu
ok, et puis je fais juste le parallèle parce que je fais un peu d'improvisation théâtrale, et puis parfois il y a des gens qui viennent parce qu'ils n'ont pas trop confiance en eux ou qui sont très timides, et puis elle me disait, donc voilà, bah, cette personne elle est un petit peu timide, etc. Mais, et puis nous on avait posé un peu la question de manière un peu stupide, mais ça, pourquoi vous ne faites pas un atelier un peu particulier comme ça, c'est pour aller plus loin dans cette démarche. En fait, la réflexion était belle parce que si on met 15 personnes ultra timides et introverties, en fait, on perd tout le bienfait de l'inclusion. Ce mélange, il est extrêmement important et il y a un vrai besoin de formation. Je rebondis sur la formation, puisque c'est le fil rouge apparemment des réponses qui sont apportées. On a beaucoup discuté avec Karine aussi. Comment est-ce qu'on fait avec nos étudiants en didactique de la musique? À quel moment on peut se faire rencontrer les futurs profs de l'EJMA, les futurs profs de l'école de musique, déjà pendant le cursus de formation? À mon avis, je trouve que c'est magnifique de faire des formations continues ensemble, mais si ils ne se sont jamais parlé avant, je le vois, j'ai pas mal de modules interdisciplinaires où on se fait rencontrer les étudiants du bachelor primaire qui ont est tout petits, les enseignants, futurs enseignants spécialisés, secondaire 2, c'est d'une telle richesse. Quand ces étudiants parlent de leur façon de voir la pédagogie. Et là, on s'est dit, ben, pourquoi pas, on a le cours de didactique à Saint-Maurice, est-ce qu'il y a peut-être quelques étudiants en formation qui veulent venir, ou en pré-pro, qui ont envie de montrer comment ils abordent l'improvisation, admettons. Ça serait vraiment une grande richesse. On essaye de faire déjà des collaborations, par exemple pour la formation des enseignants en bachelor primaire, on invite les futurs professeurs d'instruments de venir présenter en bout de médiation de la musique en grand cours de didactique pour les futurs enseignants, et ils ont un petit moment de dialogue. Comment est-ce que vous abordez cela en classe avec vos élèves? Comment vous abordez cela dans un concert scolaire? Et là, on a vu déjà, c'est une formule qu'on a reconduite maintenant pour la 2e année consécutive, c'est déjà une ouverture au dialogue. Je rêve des travaux de bachelor en commun, c'est-à-dire on a des enseignants ou de master qui doivent faire un travail de bachelor ou de master en réflexion sur la pratique pédagogique chez nous, en haute école pédagogique. Ils doivent aussi le faire à la haute école de musique. Et à quel moment on les met autour d'une même table, et puis on met la lumière sur une même problématique, ça peut être l'inclusion, ça peut être la médiation de la musique, et on problématise cela ensemble, chacun va dans les terrains respectifs ou dans son terrain, et puis on se rencontre pour vraiment aussi faire une soutenance de ces mémoires en même temps. Je trouverais vraiment que ça serait enrichissant dès la formation. Ouais, du coup, je suis assez d'accord sur la formation aussi. Mais je pense que dans l'idéal, ce serait bien aussi qu'il y ait une ouverture de chaque côté aussi. Des personnes qui sont sur le terrain, que nous, en tant que professeurs de musique, on s'ouvre un peu au monde scolaire et vice-versa. Et même au-delà, effectivement, avec la recherche. Et je pense que dans les pratiques vraiment pédagogiques, on peut même aller dans la pratique pédagogique aussi tertiaire, qui sont dans d'autres domaines rien à voir. Par exemple, des fois, avec mon frère qui enseigne à l'EPFL, on est là, les deux, on se retrouve dans les mêmes situations. Moi, avec des petits de 4 ans, lui, avec des étudiants de 20. Mais on se pose le même genre de questions. Donc, je pense que c'est aussi des échanges qui peuvent être intéressants. Et après, l'autre chose, c'est s'il y a des possibilités de collaboration entre écoles de musique et scolaires, comme avec, par exemple, les projets d'orchestre en classe, qu'il y a du coup un réel pont entre les différents acteurs aussi. Et on voit que suivant les lieux et comment ont été conçus les projets, c'est pas toujours le cas en fait que les ponts ont été vraiment pensés entre les gens qui sont vraiment sur le terrain. Et puis ça, je trouve dommage parce que ce genre de projets peuvent être vraiment intéressants justement s'il y a ces ponts qui sont tissés entre celui qui vient de l'école, qui vient enseigner l'orchestre, le titulaire, pour Genève par exemple aussi le MDAS, le professeur de musique des différentes classes, ceux qui viennent pour les instruments vraiment spécifiques, et vraiment qu'il y a un dialogue alors que c'est pas toujours le cas. Et on se retrouve des fois un peu seul dans ce genre de projet, enfin c'est des témoignages qu'on reçoit des fois, alors qu'en fait on est censé être une équipe et mener ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose à creuser aussi dans ces collaborations là, et aussi de faire le lien avec les pratiques
des orchestres amateurs de la région, de faire le pont entre que c'est pas toujours la musique, c'est pas toujours pour un monde professionnel, parce que des fois les enfants, nous on vient en tant que musicien professionnel, ils le savent, en tant que professeur, ils savent que notre carte c'est ça, mais du coup ils pensent que s'ils commencent là, c'est pour aller vers là, alors que pas forcément en fait. Et je trouve que ce pont-là aussi, des fois, il n'est pas assez clair. Pour nous, il est clair parce qu'on voit comment c'est, mais pour les enfants qui sont là, qui apprennent avec nous, ils ne le voient pas forcément. Voilà. Ça reste encore très artisanal, lié à des personnes. On voit qu'à Martigny, il y a une vraie volonté. Et il n'y a pas une volonté cantonale, en fait, une même unité du service de l'enseignement qui dit oui, il faut que ce soit partout. Ça reste très local et puis très lié à des personnes. Et ça, c'est un peu dommage. Ouais, mais après, C'est utopique. si c'est écrit sur papier qu'il faut faire, ça marche pas. S'il y a déjà une ligne de conduite, après, il faudra le faire ou pas, mais là, ça reste très, Oui. ça reste très lié vraiment à des personnes. On voit qu'à certains endroits, exactement. Alors ça, c'est super parce que tout est fait avec ces personnes-là. Elles mettent tout à disposition. Ouais. Puis finalement, à d'autres endroits géographiques, il n'y a rien parce que de l'autre côté, il n'y a pas vraiment d'acteurs. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis une école de musique toute petite, hein, et j'ai fait 5 ans au FRO, parce que je sois pédagogue avec une prof aussi. Et au tout début, j'ai dit, ah oui, il faut faire ce projet-là, faites ça comme ça, vous verrez, c'est bien. En fait, c'est mes idées. Maintenant, je fais plus du tout la même chose, là, je les vois en juin. Je dis, ok, l'année prochaine, vous voulez faire quoi? Et je leur dis, ok, il faut créer un projet commun, tisser des liens, vous voulez faire quoi l'année prochaine? Parce que si ça ne vient pas de vous, ça ne marche pas. À la différence qu'à l'école publique, les enfants, ils sont là, ils n'ont pas le choix. Tandis qu'à l'école, chez nous, si ça ne leur plaît pas, à la fin de l'année, ils partent. Mais là, dans l'école publique, on peut toucher des milliers d'enfants. Et peut-être que sur 1000 enfants, il y a peut-être 20 qui sont hyper intéressés. Mais ces 20-là, ils ont découvert la musique. Ah ouais, mais je parlais pas à l'échelon des élèves. Non, je parlais. Je parle pas des profs, je parlais vraiment des élèves. Quoi. On a la chance à l'école publique de toucher tous les enfantines, tous les primaires, tous les Pour que cycles. les enfants puissent faire une certaine activité, un certain lien avec l'orchestre du coin, il faut qu'il y ait un adulte. Et cet adulte-là, en fait, je parlais de ma commune, Yvonne et Bonny, la prof de première, deuxième Armos, j'ai eu son garçon de piano, je la tutoie, je la connais, en fait, on fait toujours des visites d'initiation musicale dans sa classe, mais ça fonctionne parce que c'est elle. Et Il faut quand même des moteurs. il faut des moteurs qui soient partout. Et en fait, il y a une nouvelle prof de notre collège, il y a 2 classes, c'est facile. Et la nouvelle vient dans mes heures, je me suis dit, ça ne sert à rien que je fasse la même chose avec elle. Et du coup, je lui ai dit, ok, alors qu'est-ce que toi tu veux faire? Et du coup, fais autre chose. Alors, c'est pour ça, des fois, il ne faut pas avoir un projet arrêté et dire, c'est ça qu'on doit faire. Et ok, toi, qu'est-ce que tu es capable de proposer? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Puis ça fait méga bien, en fait. Mais. Et là, intervient la créativité. Ouais, bah oui. Moi, je dirais aussi, il faut avant tout un espace de dialogue. Aujourd'hui, on a cet espace de dialogue. Comment est-ce qu'on crée ces espaces qui ne doivent pas être très institutionnalisés non plus, mais je dirais, cette ouverture-là, est-ce qu'on a la possibilité d'aller rencontrer les différents acteurs dans des chemins à l'ému, est-ce qu'on a une facilitation aussi pour ces espaces de dialogue, et peut-être, on a discuté avec Sarah aussi, une volonté politique commune. Qu'est-ce que c'est un enseignement de la musique des qualités pour tous? Donc ça veut dire ça commence bien sûr à l'école, et ça continue aussi dans les fanfares, dans les chœurs d'école, dans les écoles de musique. Et là, je pense, là, on a encore vraiment un travail fédérateur, je dirais, à faire, où la recherche peut aussi aider à étayer, à donner aussi des arguments. Et voilà, on peut dire, allons-y, pour dialoguer et puis
élargir l'espace des dialogues. Ouais. Et merci de l'avoir créé aujourd'hui. D'autres questions? Oui, je crois que moi, je vais peut-être intervenir parce que ça fait vraiment partie des choses qui me passionnent, de créer ces ponts, justement. Et je fais ça depuis quelques années, là, maintenant, et on a vraiment la chance d'entrer dans le pôle musique ici, ensemble avec le conservatoire, avec l'EMU, avec l'harmonie municipale, avec le Sur-Festival. Et on travaille déjà ensemble. Puis on voit qu'avec le conservatoire, on commence, voilà, on va créer la comédie musicale en lien, ensemble. On commence à créer ces ponts. Ça prend du temps. Jusqu'à ce que, là, on parle de ça, de ce dialogue. Mais il faut trouver les bonnes personnes qui ont cette volonté. D'ailleurs, on voit qu'ici, ça attire pas, hein. Ça attire pas. Il faut persévérer, y aller. Moi, je ne vais pas m'arrêter là avec parce qu'on voit que les fruits sont bons. Avec les écoles publiques, ça fait maintenant plusieurs années que je propose des cours gratuits aux enfants de primaire. Donc, ils peuvent venir découvrir un instrument 5 fois, 10 fois, les PEMS gratuitement, et ils ne viennent pas. Donc, par exemple, pour les PEMS, on a un petit peu de succès, maintenant c'est la 3e année qu'on fait ça. Mais par exemple, on propose des cours gratuits à Monica, on a un nouveau prof là. Si vous voyez la qualité de ce qu'il propose, et qu'on dit que dans toutes les écoles primaires de la ville, il y a 0 élèves qui se sont inscrits pour avoir 5 cours gratuits à Monica, je me pose quand même la question de comment créer ces ponts. Et la seule réponse qui me vient, c'est qu'on va continuer. On va continuer de proposer justement avec des portes ouvertes. Là-bas, maintenant, il y a vraiment du monde. Il y a 2 ans, on a vécu des portes ouvertes vides. Donc, je pense que c'est vraiment important. Là, on a créé ce lien. On va y aller. On va faire des formations proposées. Il faut commencer quelque part. Il faut continuer à persévérer. Et les fruits vont être bons. Moi, j'y crois vraiment à l'importance de ça. Avec Sarah, avec Sarah, ça fait plus longtemps. Et on voit maintenant, on arrive à 30, 40, 50 élèves, on en parle. Ce qui se passe maintenant, ça va commencer dans le canton de Vaud. Petit, un élève, 1 ou 2 profs, et on va continuer. Ouais. Après, il faut faire très attention à l'échelle, parce que ça fait vite peur de faire des grands projets. Et moi, je vois que des fois, de proposer des choses simples, à court terme, des petites choses, très concrètes. Je me souviens une année, j'ai fait un arrangement pour le petit big band que j'ai, ils ont entre 7 et 12 ans, du saxophone, de la flûte, machin. Et puis les classes, puis on a. Alors, moi je connais les 2, donc voilà, mais c'est tout petit. Puis en fait, il n'y a pas besoin de faire tel non plus, il n'y a pas besoin de faire une grande comédie musicale, mais le fait, ça fait vite peur en fait. Les gens ont très peur. Et souvent, j'ai la réaction, ça va être difficile, ça va prendre du temps. Puis le directeur dit, ça va coûter combien? Voilà. Il y a tout ça. Alors que si on propose des fois des petites choses qui sont adaptées aux fonctions de la personne, de l'enseignant, du moment, de de la constellation du moment, et puis pas avoir des choses qui en fait, s'il n'y a pas tous les aspects qui fonctionnent, on ne peut pas faire le projet, et ben, c'est important en fait. Très, très, très adapté tout le temps. En fait. Je me permets de rebondir parce que je travaille ici au Collège du Léman, qui est une école internationale privée, un peu luxe, entre guillemets, etc. Et donc, on a la chance d'avoir reçu une subvention qui nous permet d'offrir des jeux gratuitement. Et donc, je suis allé voir le directeur pédagogique là-bas et je lui ai dit, moi j'aimerais bien en faire des jeux, soit pour les élèves, en tout cas pour les profs de musique, etc. Et ils m'ont dit, tu sais, ça va être un petit peu compliqué, etc. Et je leur ai dit, mais moi je viens 2 heures gratuitement former les professeurs à l'utilisation du jeu, leur montrer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui, un peu les impacts positifs que ça peut avoir et comment ils peuvent l'intégrer dans leur cours. Et on m'a dit, non, c'est un petit peu compliqué, etc. Et en fait, même en proposant quelque chose de simple, rapide, gratuit, en formant les gens, on voit qu'il y a des freins parfois. Donc c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui prend du temps et il faut que chaque détail soit effectivement bien pensé. Puis comme tu disais, c'est vraiment du cas par cas. Je pense que c'est vraiment de s'adapter à chaque école, à chaque mode de fonctionnement. Une école de 40 élèves ne fonctionne pas comme une élève de 800 qui est Lejmar, dans un conservatoire de Fribourg qui est
limite à l'échelle du canton, quoi. Donc c'est tellement varié d'un canton à l'autre, d'une école à l'autre, que c'est vraiment ça, en fait, je trouve la difficulté, c'est de proposer des grands projets. En Suisse, c'est hyper compliqué, donc c'est ça l'enjeu, c'est d'essayer de faire un peu de médiation et de travailler dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va clore. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, c'était intéressant. Je pense qu'on voit aussi cette idée entre les institutions, comme vous l'avez dit, d'avoir ces discussions qui sont primordiales, et puis avec les différents publics qu'on a entre nous. Je pense que c'était très riche de pouvoir échanger aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis peut-être pour le mot de la fin, la synthèse, ça va? Merci infiniment. D'abord, la première réaction, c'est que un peu ce rêve qu'on avait eu avec Stéphanie, de développer une journée pédagogique, eh bien, ce pari a été tenu grâce à vous. Merci infiniment. Et j'aimerais pas faire une synthèse parce que ça serait trop réductionniste par rapport à toute la richesse qui s'est développée ici. Je voudrais prendre 3 mots-clés ou 4 mots-clés. D'abord, ce que j'ai retenu, je dirais que c'est facile, je retiens ça parce que c'est toute ma vie qui a été consacrée à ça, c'est l'enfant au centre. Hein. Et ça, je pense qu'on doit le répéter. Tout le monde en est convaincu ici. Je ne crois pas que tout le monde, toujours, partout dans l'éducation et la formation, en soit convaincu. Pour avoir fonctionné dans tellement de secteurs différents de la formation, de l'enseignement, des départements de la publique, des programmes, participer à l'élaboration des premiers programmes, des premiers moyens d'enseignement d'éducation musicale en 82, 83, 84. Bref, je dirais, je suis pas sûr que c'est ça. Et il faut pas avoir peur de se répéter, il faut pas avoir peur de planter le clou, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut beaucoup de coups de marteau pour planter un clou, à condition de taper un pourceau. C'est encore une autre chose que dit. Le premier mot, c'est donc l'enfant, son respect, sa diversité, ses actions adaptées, l'individualisation, ses apports et intégrer ça. Enfin, j'insiste pas, je crois qu'on s'est bien compris, la dimension enfant est pour moi primordiale, elle a été tellement bien développée ici, aussi avec les courants pédagogiques, mais je ne prolonge pas. Deuxième point, deuxième mot-clé pour moi, c'est communication, échange, dialogue, partage, et je crois que là-dessus, on doit insister. J'ai participé à de nombreuses innovations dans ma vie, j'ai eu la chance. Quand on fait l'innovation, il ne faut pas chercher la généralisation tout de suite. Il faut travailler avec les acteurs d'innovation, comme vous, avec des gens motivés, dynamiques, qui ont envie de changer, et puis les autres, il faut les laisser de côté. C'est pas la peine de perdre son temps. Il faut faire progresser une idée, il faut rassembler les dynamiques, les forces, les idées convergentes, et il faut y aller. Donc pour moi, c'est ça que ça veut dire, communication, partage, échange, dialogue, école privée, tout ce que vous avez dit, je ne vais pas le répéter. Il faut le faire avec tous ceux qui ont envie de le faire et qui partagent une vision commune avec cet enfant au centre. Troisième mot-clé, c'est créativité, mais surtout, ce que je retiens, c'est qu'on a présenté les instruments. Dans la créativité, il ne faut pas oublier la créativité de l'enfant. Ils sont moins inhibés, et ils sont moins bloqués. Et il y a encore une spontanéité chez l'enfant, chez le jeune. L'enfant, c'est le jeune, l'étudiant, Donc, créativité, pour moi, bien sûr, c'est tout ce que vous avez dit, c'est très clair, mais je retiendrai un élément, c'est laisser sortir, laisser émerger, laisser s'exprimer des idées originales de créativité des enfants. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont moins inhibés que nous, pour toutes sortes de raisons, on ne peut pas faire l'inventaire. Enfin, dernier point, c'est perspective de cet enrichissement. Moi, dans tous les projets que j'ai menés, j'en ai mené beaucoup, j'ai retenu une idée, c'est la fascination du but. La fascination du but. Il faut avoir un but, une vision, et y aller. Et je rêve d'avoir une suite de cela, et on va en parler avec Stéphanie. J'ai 2-3 idées. Hein. Des fois, j'ai des idées un peu farfelues, mais enfin, il y en a peut-être 1 ou 2 qui peuvent être partagées et enrichies par les... Donc, c'est perspective, enrichissement et vision de cette journée, qui était vraiment merveilleuse à ce titre. Et je voudrais peut-être
retenir l'idée que vous avez émise tout à l'heure, c'est espace de dialogue, espace d'échange, espace de création, espace de vision, espace de projet. Je pense à c'est ce qui manque. J'ai la possibilité aussi de présider une grande fondation sur Martigny, la fondation Vallée Mollet pour la qualité de la vie, où l'idée c'est promouvoir toutes les actions de recherche dans la perspective de la qualité de la vie. Et là, nous avons également trouvé une idée, il n'y a jamais eu une solution. C'est lorsqu'on a des échanges de ce type, nous les mettons sur notre site, où tout le monde peut aller et tout le monde peut commencer à discuter. Alors, aujourd'hui, on n'avait pas beaucoup de monde, mais c'est pas nécessairement avec le monde qu'on crée des innovations. Hein. Les grandes innovations ne sont pas nécessairement collectives. Hein. Peut-être qu'elles ne le sont pas du tout. Donc, je propose de discuter avec Stéphanie, avec d'autres techniciens, et c'est pas pour rien qu'on a tout enregistré. Hein. On avait déjà une petite arrière-pensée pour mettre tout ça sur le site. Peut-être que vous pourrez partager sur vos sites. Et puis, pourquoi pas retenir un peu utopique. Il faut avoir des idées utopiques. Et en 1986, j'étais parmi ceux qui en Valais ont dit il faut créer dans ce canton des centres de recherche. Il n'y avait rien. Des centres de recherche qui font de la recherche, qui font des retombées de recherche et qui font de la formation. Aujourd'hui, ça existe. Nous étions 3 ou 4 en 86. Maintenant, il y en a des milliers. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'utopie. L'utopie, à mon avis, est une perspective d'avenir, une perspective d'enrichissement. Et peut-être que cette journée, c'est le début de la réalisation d'une utopie. J'en sais rien. En tout cas, il faut essayer. Il faut toujours essayer. Et rassembler les forces vives. Alors, peut-être que nous arriverons à créer un réseau, à créer sur des sites, et pour que les gens s'échangent, parce que c'est ça la communication maintenant. Hein. On est d'accord ou on n'est pas. C'est comme, je suis un peu vieux, mais j'essaie de m'adapter aux moyens actuels qui étaient différents de ceux qui, lorsque j'avais, il y a 40 ans en arrière, j'ai eu la chance de participer à de nombreux projets. Et je ressens dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, ces utopies, ces idées folles que nous partagions dans les années 80 avec quelques-uns. Et parmi ces idées folles, il y en a quelques-unes qui ont abouti. Pourquoi pas celle-ci? Alors, je vous propose qu'on travaille, qu'on vous ressollicite, et puis qu'on essaie, non pas de vouloir rassembler le monde, ça sert à rien. Pour faire avancer, il faut travailler avec des gens qui partagent des visions, qui partagent des idées. Alors, partageons ça, essayons de vous faire des propositions, et pour cela, pour cette nouvelle perspective que vous m'offrez à mon âge, merci.